Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Steve Briouat, vice-président du Rassemblement national, maire d'Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Après un changement de nom en juin dernier, un an après la défaite de la présidentielle, le RN semble peiner à retrouver ses forces vives d'abord et peut-être aussi ses forces de conviction. Oubliez l'indépendance monétaire et le retour au franc, l'ex-FN revient aux fondamentaux, la sécurité et l'immigration. Mais est-il vraiment audible? Crise de leadership, crise financière secouent les militants qui doutent. Pour autant, les promesses de vote, elles, ne semblent pas fondre dans la perspective des européennes. On en parle cette semaine donc avec Steve Briouat, vice-président du Rassemblement national. Vous êtes un très proche de Marine Le Pen. Vous avez rejoint d'ailleurs le Front National très jeune, vous aviez 16 ans. C'est ça, en 1988, le vieux monde. Alors, vous avez quitté ensuite le FN au moment de la sécession de 98. Vous avez suivi Bruno Maigret. L'aventure a fait un flop et vous avez rejoint le Front National. Jean-Marie Le Pen vous a pardonné à l'époque et vous a demandé de revenir. Exactement. Puis l'idée pour nous, c'était d'être le plus efficace possible. Et ce n'était pas en maintenant nos candidatures dans des mouvements dissidents qui réalisaient 1 ou 2% que l'on pouvait être utile au pays. Être utile au pays, c'est s'engager vers la force politique qui défend le mieux nos idées et qui est la plus crédible. Donc le Front National à l'époque, il n'y avait pas photo. Donc c'est pour cette raison que, comme d'autres, je suis revenu, après 2 ans d'errance au MNR, je suis revenu au Front National. Donc j'ai quand même passé 28 ans au sein du FN et 2 petites malheureuses années au sein du MNR. Alors, on vous le rappelle à chaque fois, pardon, mais alors vous avez été secrétaire général du Front National. Aujourd'hui, vous en êtes vice-président du Rassemblement national. Je le disais, vous êtes présenté comme un fidèle lieutenant de Marine Le Pen. Avec elle, c'est à la vie, à la mort ? Oui, parce que je crois en elle. Je la crois en termes de conviction. Je crois en Marine Le Pen et je crois à ses capacités humaines. C'est quelqu'un qui n'est pas, c'est vrai, comme tout le monde. Parfois, elle est un peu présentée de manière, déformée par le prisme des adversaires. Mais en tout cas, je la connais personnellement. Et Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui est attaché aux sentiments, à des valeurs comme l'amitié. On a fait on a mené beaucoup de combats politiques ensemble, beaucoup de défaites, c'est vrai, quelques victoires. Et donc, c'est certainement cela qui nous unit. Vous avez siégé à ses côtés à la région, Nord-Pas-de-Calais, jusqu'en 2015. Et aujourd'hui, vous le faites. Vous êtes élu à Bruxelles aussi. Vous êtes député européen, donc élu au Parlement européen. Natif de Seclin, dans le Nord. Petit-fils de mineur, fils d'ouvrier. Vous n'êtes pas considéré comme un idéologue du Rassemblement national, plutôt comme un homme de terrain. Vous, votre truc, c'est les marchés, c'est les réunions publiques. Oui, et il faut être au contact sans cesse des Français. Donc je le suis dans ma modeste circonscription, dans ma petite ville. Je suis constamment en présence des Français pour écouter leur détresse et pour trouver des solutions. Voilà, donc c'est vrai que je passe ma marque de fabrique, c'est plutôt d'être présent sur le terrain et d'être un militant très actif sur le terrain. Voilà, c'est d'ailleurs ce qui a permis, dans un secteur où nous peinions à l'époque à recueillir quelquefois 10% au municipal de 1995, eh bien avec cette constance, avec cette volonté d'y arriver, eh bien finalement c'est arrivé. J'ai été élu maire dernièrement. Il y a 4 ans, avec 50% des voix au premier tour. Dès le premier tour, plus de 50% des voix. Alors, vous vous étiez présenté plusieurs fois, conseiller municipal depuis 1995 à Hénin-Beaumont. Alors, on ne connaît pas bien, nous, Hénin-Beaumont. C'est une ville de 28 000 habitants dans le Pas-de-Calais. Des terres de gauche, historiquement de gauche. Voilà, historiquement de gauche, puisque le Parti socialiste, à l'époque, il y a 30 ans, réalisait 60%. Le Parti communiste, 20%, et le reste, eh bien, c'était ce qu'on appelle la droite et également le Front National. Donc, à force de travail, d'implantation et aussi d'écoute des habitants de la ville, eh bien, on a pu réussir à monter quelque chose, à créer un événement, à
donner corps à des idées. Et je pense que le fait que le Front National, dans les années 2000, ait changé son cap politique, non pas pour abandonner des thématiques comme l'immigration ou l'insécurité, mais le fait d'avoir mis en avant des choses comme l'aspect social, l'emploi, la défense du monde ouvrier, eh bien cela a permis d'être audible, d'être crédible. Et on le voit aujourd'hui, dans ce bassin minier du Pas-de-Calais, nous avons gagné 4 circonscriptions. Et Marine Le Pen a réalisé plus de 50% des voix dans certaines villes au premier tour de la présidentielle. Et parfois, on est à 70% des voix. C'est peut-être aussi dû au fait que vos adversaires et vos adversaires socialistes sont en mauvaise posture. Et en particulier, c'était le cas dans votre ville d'Hénin-Beaumont. C'est dû au fait que le Parti socialiste a laissé tomber l'électorat populaire et ouvrier au profit maintenant d'autre chose, la défense de l'immigration. Voilà. Ils ont perdu leur base militante et leur base électorale en faisant ce grand écart. Et donc, aujourd'hui, les seuls qui défendent encore ce monde ouvrier, c'est nous. Lorsqu'on voit les trahisons de Bruxelles, il n'y a que nous, aujourd'hui. Ce n'est pas les LR, le PS et ce qu'il en reste qui défendent les ouvriers, c'est le Rassemblement national. Je reviens à l'élu local que vous êtes. C'est quoi aujourd'hui un maire Rassemblement national? C'est quoi les marqueurs d'une politique municipale RN? En fait, on voit beaucoup de choses. Lorsqu'on parle d'Hénin-Beaumont, lorsqu'on va sur Google, on voit un peu des choses critiquables. Mais je ne fais qu'appliquer une politique purement municipale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dogmatisme, il n'y a pas d'idéologie. Mes priorités, c'est quoi? C'est rénover le parc des 4700 points lumineux de ma commune en passant au LED. C'est de rénover les écoles, c'est de rénover la piscine. Ça n'a rien de différent d'un maire LR ou d'un maire socialiste, finalement. Non, mais nous le faisons aussi. C'est-à-dire que nous faisons ces actions, notre attention est dirigée pour mettre en place ces actions parce qu'elles sont prioritaires. Parce que je regrette, si je fais ça aujourd'hui, c'est parce que mes prédécesseurs ne l'avaient pas fait à l'époque. Lorsqu'on avait une église qui était qui était fermée au public parce que des pierres tombées de l'édifice, même chose pour la mairie, ils ont laissé la ville dans un état catastrophique. Et petit à petit, eh bien, nous avons pu monter des dossiers pour avoir des subventions. Et nous avons rénové une chose essentielle pour nous, c'est le patrimoine. Vous parlez de l'église, vous avez aussi accordé, je crois, un permis de construire à une mosquée? Non, ce n'est pas tout à fait la vérité. À Hénin-Beaumont, la mosquée existe depuis 2000. Simplement, ils ont voulu modifier la structure et agrandir dans leur cour intérieure. Donc ce n'est pas un permis de construire pour créer une mosquée, parce que lorsqu'on voit partout sur les réseaux sociaux que le maire FN crée une mosquée dans sa ville, non, c'est pas ça. La mosquée existait déjà. Ça vous aurait posé un problème d'en créer une nouvelle? C'est la loi. Sur quelle base juridique pouvons-nous aujourd'hui refuser cela? Donc j'applique la loi du pays, je les respecte, c'est tout. Vous êtes, je le disais, député européen. Cette semaine, il y a quelques jours, coup dur pour vous. Le Parlement européen a décidé de lever votre immunité parlementaire pour permettre une enquête à votre encontre, une enquête pour provocation à la discrimination. Alors ça remonte à quelques années. Dans le petit guide de l'élu municipal du Front National, vous appeliez à réserver les logements sociaux en priorité aux Français. Et vous avez été attaqué sur ce fait de promouvoir la préférence nationale. Oui, alors ce n'est pas un coup dur. Nous avons subi d'autres attaques bien plus terribles, mais nous allons faire face et nous allons gagner. Nous allons gagner pourquoi? Parce que c'est vrai, à l'époque, le Front National, dont j'étais le secrétaire général, avait souhaité donner quelques conseils à ces candidats qui deviendraient par la suite conseillers municipaux d'opposition. Donc le Front National avait rédigé à l'époque ce petit guide. C'est d'ailleurs une collègue qui s'en était chargée, qui n'est plus au FN aujourd'hui. Et moi, j'avais simplement commis un crime, c'est celui d'avoir préfacé ce livre. Et dans la préface, je n'évoquais même pas la préférence nationale ou la priorité nationale, non. Dans la préface, j'encourageais les candidats à défendre les idées du FN à l'époque dans les conseils municipaux. Et je suis poursuivi uniquement à ce titre, parce que j'ai préfacé un livre. Donc c'est complètement ubuesque, cette situation. Je ne suis ni l'auteur,
j'aurais pu l'être, hein. Je ne suis ni le directeur de publication, et donc à ce titre, je ne peux en aucun cas être poursuivi. C'est la loi de la presse en France de 1881. Et donc aujourd'hui, ils ont tout fait pour essayer de me traduire en justice, pour faire un petit buzz, parce que c'est une association d'extrême gauche qui m'a poursuivi, parce qu'ils ne supportent pas que des gens puissent penser différemment d'eux. Alors voilà, ça c'était sur la forme. Sur le fond, la préférence nationale pour l'attribution des logements sociaux. Évidemment que le Rassemblement national est toujours favorable à cela, toujours favorable à stopper l'immigration. Ça, ce sont des prises de décision que nous... Enfin, ce sont des lois que nous voterons lorsque nous serons au pouvoir. Donc pour l'instant, ce n'est pas quelque chose d'actuel, donc ce n'est pas quelque chose que l'on peut appliquer dans nos collectivités, mais ça fait partie de nos propositions. C'est une idée que vous portez encore, j'entends bien. Mais c'est quand même assez désagréable aujourd'hui de subir maintenant cette pensée unique. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Marine Le Pen, parce qu'elle montre les exactions de Daesh sur Twitter, elle est poursuivie. Aujourd'hui, on dénonce la politique d'immigration. Eh bien, nous allons être poursuivis aussi parce que dès que l'on parle d'immigration, on est catalogué comme raciste. Vous parlez de persécution judiciaire. Il y a des tabous en France. Vous êtes persécuté ? Il n'y a plus... écoutez, chaque jour amène son lot de persécutions. Quand la banque ne nous jette pas comme des chiens, quand on nous interdit d'ouvrir des comptes bancaires, quand le mouvement n'a aucun prêt pour ces élections présidentielles, législatives auprès des banques. Voilà, il y a vraiment une persécution aujourd'hui du système parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que l'on arrive au pouvoir. Ils n'ont pas réussi à nous tuer par les urnes, ils veulent le faire par la justice. Ils veulent nous étouffer. Ils veulent nous étouffer. Ils veulent faire en sorte que tous les leaders du Front National et du Rassemblement National, demain, soient inéligibles. C'est ça, en vérité, leur obsession avec cette affaire dite des assistants parlementaires. Ça en est la preuve. Tout est bon pour essayer d'empêcher ce mouvement, non seulement de gagner en crédibilité et d'avoir des élus, mais de pouvoir se présenter. De là, Steve Briouat a parlé de dictature. C'est ce que Marine Le Pen a tweeté cette semaine. Nous sommes bien en dictature. Et oui, parce que lorsque on empêche un mouvement politique de dire dans ses tracts, sur ses affiches, que nous sommes favorables à la préférence nationale, eh bien demain, on ne pourra plus dire que nous sommes contre l'islamisme intégriste, que demain, on ne pourra plus dire que nous sommes contre la politique d'immigration. Aujourd'hui, on verrouille tout. On doit penser comme M. Macron, et tous ceux qui ne pensent pas comme M. Macron, eh bien, connaîtront un sort cruel. J'aimerais qu'on revienne à la perquisition d'il y a quelques jours dans les locaux, dans les logements de la France insoumise, la vague de perquisitions. Vous avez applaudi Jean-Luc Mélenchon dans l'hémicycle, alors pas vous parce que vous n'êtes pas élu au Palais Bourbon, mais Marine Le Pen, Gilbert Collard, Louis Alliot, Sébastien Chenu ont applaudi Jean-Luc Mélenchon qui se plaignait de cette persécution. Vous vous retrouvez sur ces mots, sur ce vocabulaire finalement? Alors, on ne se retrouve pas avec Jean-Luc Mélenchon sur la façon dont tout cela a mal tourné sur la forme, mais en tout cas, ce qu'il a subi est un aveu, l'aveu sur lequel nous sommes aujourd'hui dans un pays totalitaire, avec une justice politisée, une justice aux ordres du politique. Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que depuis que le parquet national financier a été instauré sous Hollande, eh bien, on s'en sert, le pouvoir politique s'en sert pour détruire les adversaires et les décrédibiliser. Mais cette tactique, c'est la tactique de la victimisation, la tactique du complot, on la connaît bien. Écoutez, que l'on s'occupe des comptes de campagne de M. Macron, que l'on s'occupe de savoir comment ce monsieur a fait pour recueillir des dons, mais qu'aucun autre candidat n'aurait pu recueillir. Et bizarrement, j'aimerais bien qu'on regarde un peu, mais ça, il n'y aura pas ce travail de justice, parce que la justice, elle est un peu aux ordres. Mais lorsqu'on regarde les gens qui ont financé la campagne de M. Macron, j'aimerais savoir ce qu'ils ont eu en retour. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas de la vaisselle de Mme Macron, 500 000 € de vaisselle.
Voilà, il y a des scandales. On ne parle pas du train de vie du couple Macron. On ne parle pas du lancement de sa campagne à New York ou aux États-Unis, je ne sais plus, payé sur les frais du contribuable. Il a passé son temps, et monsieur, ici à Lyon, tiens, l'ancien de Lyon, monsieur Collomb, avait déclaré que la mairie de Lyon, c'était le QG, l'arrière-salle de la campagne de monsieur Macron. Et eux, aucun ennui judiciaire. Donc nous sommes bien dans ce que nous disons, nous sommes bien dans un État totalitaire qui ne s'en prend uniquement aux opposants. Allez, on avance. Comment va le Rassemblement national? Alors, c'est le nouveau nom du Front national depuis quelques mois. C'est pas la grande forme depuis l'échec à la présidentielle. Il y a eu la scission avec les patriotes de Florian Philippot. Ce budget, 1 million de budgets qui ont été retenus par la justice. Le Front national, le Rassemblement national a connu mieux. Nous connaissons ce genre de choses. C'est un peu, c'est parfois, ça revient. C'est cyclique. C'est cyclique parce que les persécutions, elles sont là, parce que les trahisons sont là, parce que évidemment, nous sommes un mouvement politique, et donc dans tout groupement humain, il y a des égos, des gens qui claquent la porte. Bon, ça arrive, ça arrivera encore, et puis on s'en remettra. Ça fait 30 ans que l'on annonce la disparition du Front national. Tous les journalistes, tous les médias, à l'époque, en 2017, avaient enterré Marine Le Pen parce que ça avait été une campagne qui a été ni fait ni à faire. C'était ça, en fait. Tout le mot d'ordre des journalistes à l'époque, c'était de dire que c'en était terminé avec le Front national et le Rassemblement national. Or, eh bien, les intentions de vote démontrent le contraire. Oui, mais est-ce qu'on n'arrive pas à un plafond de verre, du coup? Est-ce que cette guerre des chefs, cette guerre des égos, elle n'impose pas au Front national, au Rassemblement national, ce plafond de verre? Non, ça c'est une lecture de gens qui ont le nez dans le guidon de la politique. Ce sont les personnes observateurs, les fins observateurs de la politique qui, on s'analyse, mais les Français interrogés dans la rue, mais ils s'en contrefichent des guerres d'ego. Pour eux, ils ont à nouveau confiance au Rassemblement national. Et je voudrais vous dire aussi que nous n'avons pas subi une défaite. Recueillir 11 millions de voix au second tour de la présidentielle avec l'artillerie lourde contre nous, eh bien c'est un exploit. Et ceux qui, du haut de leur 1 ou 2%, nous donnent des conseils, eh bien qu'ils pourront nous montrer l'année prochaine ce dont ils sont capables. L'année prochaine, c'est pour les européennes, on va bien sûr en reparler. Un mot sur les finances du Rassemblement national. Au plus bas, les fédérations départementales ont fermé leur permanence. Comment rester présent sur le terrain quand on n'a finalement plus un centime? Eh bien, c'est malheureusement le cas de nombreux Français aussi. Donc nous faisons la même chose que les Français. C'est-à-dire qu'on se serre la ceinture, on essaie de dépenser moins, de dépenser mieux. Voilà, tant pis, l'absence de finances ne va pas nous tuer. Alors on rappelle que c'est la justice qui a décidé de saisir 2 millions d'euros sur les comptes du Rassemblement national. C'est l'enquête sur les emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires des eurodéputés du Rassemblement national. Marine Le Pen doit être entendue dans cette affaire. Elle aura toute l'occasion de s'exprimer, elle l'a déjà fait, elle a réagi récemment sur une chaîne concurrente pour s'expliquer sur ces affaires. Voilà, vous êtes député européen, vous pouvez nous garantir que pas un centime de vos assistants parlementaires n'est allé au fonctionnement du parti ici dans l'Hexagone? Écoutez, pas du tout. Moi, je peux vous le dire dans les yeux, mes assistants parlementaires travaillent soit à Bruxelles, soit avec moi à Hénin-Beaumont. Voilà, mon collègue qui est ici présent. Mais pas pour le parti? Pas pour le parti, non. Mais ce que l'on veut faire, c'est tout est parti d'une histoire d'organigramme. Parce qu'ils considèrent que des assistants parlementaires ne peuvent pas faire de politique en dehors d'un temps de travail. Or, certains assistants parlementaires font de la politique lorsqu'ils rentrent chez eux le soir ou le week-end. J'espère que c'est quand même autorisé, cela. Marine Le Pen, on en parle. Est-ce que, vous me dites que la présidentielle, c'est pas un échec pour le Front national. Son leadership, il est aujourd'hui quand même remis en question, contesté par certains en interne? Il y a toujours eu ce genre de propos. À l'époque, c'était contre Jean-Marie Le Pen. Certains militants d'extrême droite étaient partis en claquant la porte pour créer un groupuscule. Bon, mais sa crédibilité
n'est en rien entaché aujourd'hui. Marine Le Pen est la meilleure candidate pour nous, pour diriger le mouvement et ensuite pour porter le mouvement vers des victoires. Regardez en détail tous les sondages réalisés depuis. Alors c'est vrai qu'après la présidentielle, nous avons subi un petit creux. Voilà, d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. Tous les partis politiques ont subi cela. Mais nous nous sommes requinqués, nous avons retrouvé nos forces, nous avons retrouvé confiance. Et aujourd'hui, Marine Le Pen s'est imposée comme le leader de l'opposition à Emmanuel Macron. Et oui. C'est pas Jean-Luc Mélenchon ? Mais M. Mélenchon a été présenté par les médias, c'est une production médiatique en fait. Parce qu'on a dit depuis juin 2017 qu'il y avait un super groupe de France Insoumise à l'Assemblée, pour être leader de l'opposition, il ne suffit pas de ramener des paquets de pâtes et des casseroles dans l'hémicycle ou d'enlever sa chemise pour se mettre en torse nu ou en t-shirt. Non, ça c'est de la provocation. Et on le voit très clairement aujourd'hui. Le premier parti d'opposition en termes d'intention de vote, c'est le Rassemblement national et c'est Marine Le Pen. Tout le monde l'avait enterré. Et il y a 6 mois, un sondage fait état, un sondage présidentiel dit que s'il y avait une élection aujourd'hui, Marine Le Pen progresserait de 2 points par rapport à 2017, arrivant quasiment en tête à égalité avec Macron. Et ça, c'était il y a 6 mois. Rebelote il y a 3 mois avec un autre sondage et dernièrement, un sondage aux européennes nous met au coude à coude. On va y revenir effectivement à 21% d'intention de vote, au coude à coude avec En Marche. Encore une question sur le leadership. Il y a toujours l'ombre de Marion Maréchal qui plane par là. Alors elle a dit qu'elle arrêtait la politique, qu'elle se recyclait dans la direction d'une école politique à Lyon. Vous avez quand même vu ce sondage Ipsos il y a quelques jours, un sondage qui la place devant Laurent Wauquiez chez les Républicains. Les sympathisants LR continuent de placer Nicolas Sarkozy, Alain Juppé en tête de leur préférence. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes arrive 10e et se retrouve derrière Marion Maréchal. Oui, c'est pas surprenant parce que M. Wauquiez, les Français le connaissent. Ils connaissent ce monsieur qui, en réalité, n'a aucune conviction. Ça, c'est pour Laurent Wauquiez. Moi, je vous interroge sur Marion Maréchal, qui est plutôt bien placée, plutôt populaire chez LR. C'est parce qu'elle est absente. Donc, lorsqu'on prend du recul, forcément, il y a le vide. Et puis, on est populaire quand on est loin. On est populaire quand on est éloigné de la politique active. En tout cas, elle a annoncé qu'elle cessait son activité politique pour se consacrer à son école. Eh bien, elle se consacre à son école. Mais je vois aussi que c'est vrai, les éléments de langage de la presse en général, c'est de jouer la tante contre la fille, contre la nièce, ou la nièce contre la tante. Bon, mais voilà, ils n'y arriveront pas là non plus. Moi, c'est pas mon propos, c'est simplement de me dire finalement, Marion Maréchal est très populaire chez les Républicains. Vous êtes, Steve Berriouat, un partisan de l'alliance des droites. Alors, est-ce qu'elle n'est pas la mieux placée pour faire cette alliance des droites ? Non, je ne suis pas partisan de l'alliance des droites, parce que je n'ai absolument rien en commun avec une certaine forme de droite qui est incarnée par M. Wauquiez. Cette droite patrimoniale, eh bien, n'est pas ma priorité, n'est pas ma tasse de thé, parce que je vous rappelle que ce qui a fonctionné avec Marine Le Pen, c'est d'avoir ce discours, un discours axé sur 2 éléments forts. D'un côté, évidemment, le respect des choses relatives à l'identité, la lutte contre l'immigration, l'insécurité. Ça, c'est ce qui a toujours été le marqueur du Rassemblement national. Et ensuite, l'aspect social. Or, l'aspect social n'est pas du tout la priorité, et nous le voyons tous les jours, des Républicains tendance Wauquiez. Voilà. Et nous voulons rassembler, pas uniquement des gens de droite, nous voulons rassembler les Français, ceux qui se sentent d'abord français. Et je pense qu'il ne faut pas, au contraire, se cornériser, essayer de séduire uniquement un petit électorat. Il faut s'adresser à tous les Français. Donc je ne suis pas favorable à l'union des droites, je suis favorable au rassemblement du peuple français. Alors réussirez-vous à rassembler pour les élections européennes ? Elles se profilent pour le début d'année prochaine. Effectivement, vous évoquiez cette étude Odoxa pour le Figaro qui donne le Rassemblement national au coude à coude avec En Marche, avec 21% d'intention de vote. Loin d'ailleurs derrière les autres partis, on peut le dire. Vous allez faire campagne pour les européennes sur
le fonds de commerce classique, l'anti-islam, le nationalisme, l'anti-immigration? Non, parce que ce n'est pas la façon dont on se présentait. On voudrait nous faire passer pour des barbares. Mais simplement, il y a des choses qui sont insupportables aujourd'hui. C'est cette crise migratoire. Donc, le nationalisme a parfois un mauvais écho dans l'oreille de nos concitoyens. Ce que nous voulons, c'est mettre en place des politiques patriotiques. Voilà, nous voulons défendre les peuples contre l'oligarchie bruxelloise. Car aujourd'hui, tout est décidé à Bruxelles et on cherche beaucoup de misère à ces dirigeants européens qui essayent de résister au rouleau compresseur bruxellois. C'est l'exemple de Orban, c'est l'exemple de Salvini et du gouvernement italien. Voilà, donc nos thèmes de campagne, ce seront évidemment, comme d'habitude, c'est vrai, la lutte contre l'immigration et, a fortiori, l'immigration clandestine, parce qu'il y a vraiment un enjeu aujourd'hui dans ce domaine, mais il n'y aura pas que cela. Ce que nous voulons, c'est une Europe qui protège, une France qui soit protégée, qui puisse maîtriser ses frontières. Bon, c'est finalement la recette qui a réussi en Italie, dans d'autres pays d'Europe, et vous espérez surfer sur cet euroscepticisme. Alors, ce n'est pas un euroscepticisme au sens où nous serions contre l'Europe. Il faut clarifier les choses. Notre mouvement, le Rassemblement national, n'est pas contre l'Europe. Nous sommes contre la façon dont l'Europe a été constituée. Et plus ça s'accélère, plus le temps passe, plus les choses se dégradent pour nos compatriotes européens. Mais c'était un peu les valeurs fondatrices de l'Europe, ces valeurs de solidarité entre les pays, de multiculturalisme, la diversité. Mais justement, la diversité doit être préservée et on doit faire en sorte que chaque nation puisse maintenir son identité. Ce qui fait le charme de cette Europe, c'est lorsqu'on va, je sais pas moi, en Hongrie, on rencontre des éléments culturels traditionnels. C'est ça qui fait le charme de l'Europe, c'est le respect des diversités des nations européennes. Mais cette diversité, ces nations, elle s'est basée aussi sur l'apport des flux migratoires, dans le Pas-de-Calais notamment. Ici, en Isère, on le connaît bien. Oui, mais à l'époque, lorsque les Polonais sont arrivés dans les années 20, ce n'était pas de cette manière-là. Les Polonais, lorsqu'ils sont arrivés dans mon secteur, puisque un tiers des habitants de ma ville sont d'origine polonaise, ces personnes, leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, lorsqu'elles sont arrivées en France, elles a respecté la France. Et il y avait ce qu'on appelle la politique d'assimilation. Aujourd'hui, ce ne serait plus le cas avec des Syriens Mais on peut, je pense, accepter une part infime d'immigration. Évidemment, on ne va pas d'un seul coup fermer les frontières, mettre la France sous cloche et interdire tout le monde de venir en France, y compris les touristes. Non, ce n'est pas ça. Ce que nous voulons, c'est une politique d'immigration cohérente et accueillir ceux qui ne posent pas de problème, c'est-à-dire ceux qui veulent s'assimiler aux principes républicains français. Je regrette, mais les personnes qui viennent en France uniquement pour un aspect purement alimentaire, pour profiter de la France, eh bien non, on n'a pas leur place en France. Ce que l'on veut, c'est qu'il y ait ces règles fondamentales relatives à l'assimilation. Ces règles ne sont plus inculquées aux étrangers lorsqu'ils arrivent en France. Donc on leur dit, en quelque sorte, continuez à faire comme chez vous, en petite communauté. Alors, allez à Paris, cher monsieur, prenez le train, descendez à la gare de l'Est, allez à la gare du Nord et vous verrez. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète que sur 500 mètres à pied, je n'entende plus du tout parler français, que l'on vende de la drogue, que ça sente l'urine. C'est pas possible, ça. Et donc, ça, c'est les migrants Le fait d'avoir laissé entrer et d'avoir eu cette politique d'immigration, le fait de ne pas vouloir contrôler l'immigration, de ne pas donner de règles, de ne pas imposer des règles à ceux qui entrent chez nous, le fait de laisser en roue libre faire des choses parfois contraires à nos valeurs, eh bien, le fait de ne montrer aucune autorité de la part de la France, eh bien, on a des situations hallucinantes. Et j'invite tous ceux qui ont la chance d'aller à Paris tentant d'aller du côté de la gare du Nord, ils ne seront pas déçus.
Les européennes, vous partirez derrière quel leader? On a du mal à voir qui va porter la liste du Rassemblement national. On parle de Nicolas B, on parle aussi de Louis Alliot. On évoque aussi, pourquoi pas, le ralliement de quelqu'un de la société civile. Qui sera votre tête de liste? Ben, vous le saurez à la mi-janvier, je pense, parce que vous avez du mal à le trouver? Non, pas du tout, parce que notre calendrier, eh bien, nous voulons en être maîtres. Nous n'allons pas céder aux pressions des concurrents politiques, ni des journalistes, je suis désolé. Simplement, nous voulons être maîtres de notre calendrier. Je crois que nous avons trouvé la tête de liste. J'en suis certain même. Néanmoins, aujourd'hui, les Français ne sont pas ouverts sur la question des européennes. Faire campagne aujourd'hui jusqu'au mois de décembre, eh bien, les Français ont d'autres priorités, d'autres préoccupations. Donc voilà pourquoi l'élection européenne... Il ne faut pas partir trop tôt, j'entends. L'élection européenne mobilise peu. En tout cas, il n'y aura pas d'alliance avec Nicolas Dupont-Aignan. Vous me parliez tout à l'heure de rassemblement, c'est plutôt mal parti, puisque Nicolas Dupont-Aignan a dit on ne fera pas de liste commune avec le Rassemblement national. Il a décidé de faire cavalier seul, de refuser la main tendue de Marine Le Pen. Ça lui a valu une volée de bois vert de la part de tous les cadres du Rassemblement national. Non, ce n'est pas une volée de bois vert. Si, il est décevant, il est pathétique, il crache dans la soupe. Oui, parce qu'il a eu des propos, bon, voilà, il cherche la division, mais nous voulions faire front commun, liste commune avec lui. Et Marine Le Pen avait été très claire. Elle avait dit... Et pourquoi ça n'a pas marché ? Je pense que, enfin, sans être offensant, mais là aussi, il y a une guerre d'ego. Lui, il pensait il s'était un peu laissé... endoctriné ou voilà par la petite musique que l'on joue actuellement pour dire le Rassemblement national est mort, etc. Donc il y avait cru à ça. Il y avait cru, je pense. Et je voyais bien tête de liste. Et puis voilà. Et puis pour lui, c'était surtout le tremplin pour 2020. Mais moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une alliance avec. On pourrait. Vous y croyez encore ? Je vois qu'ils mettent. Voilà, mais c'est dommage parce que là, nous aurons pu faire un score encore plus important à cette élection européenne. Bon, Marine Le Pen a d'ores et déjà dit c'est pas grave, on siégera de toute façon ensemble au Parlement européen. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir se retrouver sur des votes communs. Et j'espère que lorsque nous déposerons des amendements, il votera nos amendements et inversement. Voilà. À titre personnel, Steve Briouat, vous serez candidat, vous ne pourrez plus cumuler si vous êtes réélu député européen avec votre mandat de maire. C'est un choix cornélien ? Oui, parce que les deux mandats sont riches d'enseignement. Le mandat municipal, je considère que c'est le plus beau mandat. C'est celui où l'on arrive à percevoir le changement sur le terrain. On arrive à créer des choses. Il y a un lien très fort avec les habitants de la ville. Et de l'autre côté, le mandat européen, c'est un mandat plus politique. Et Dieu sait que... Et donc, vous choisirez lequel ? Je vous le dirai en temps voulu. Voilà. Les élections municipales en 2020, on le sait, le Rassemblement national a besoin d'élus locaux. Les municipales, c'est toujours un scrutin difficile pour votre parti. Vous dites d'ailleurs, on n'a pas vocation à présenter des listes partout. Ça, c'était la doctrine d'hier. Aujourd'hui, c'est terminé. Il faut se rendre à l'évidence que mener une liste dans une commune où nous réalisons 5 ou 6%, est-ce bien la peine ou plutôt, ne faudrait-il pas concentrer nos forces sur des villes gagnables ? L'idée maintenant, c'est de pouvoir peut-être concentrer nos efforts sur ces villes gagnables plutôt que d'essayer de faire des listes partout en France. Donc là, vous êtes déjà bien implanté ? Voilà, les villes où le Rassemblement national obtient des scores à plus de 40%, je pense elles peuvent être gagnées pour les élections municipales. Bon, il faut dire que présenter des listes municipales, ça demande beaucoup de candidats, que le Rassemblement n'a peut-être pas suffisamment de candidats déjà formés, déjà aguerris à une campagne politique de terrain. Nous avons... quand même des candidats aux municipales qui seront d'anciens conseillers municipaux, puisqu'ils auront été élus entre 2014
et 2020. Néanmoins, c'est vrai qu'il faut aussi renouveler les équipes, mais ce n'est pas ce critère qui nous fait peur, parce que lorsqu'il y a une bonne volonté dans une commune, on est certain que cette personne puisse rassembler les 33, 35 ou 39 personnes pour constituer la liste. Mais ce que nous voulons, c'est plutôt que d'essayer d'être présent partout et au final être quasiment inaudible, nous préférons peut-être redéfinir une stratégie municipale pour emporter et concentrez vos forces là où c'est gagnable. J'entends bien. Sur l'agglomération grenobloise, aux dernières municipales, le Front National était présent notamment dans les villes communistes, celles qu'on appelle la ceinture rouge, autour de Grenoble, Saint-Martin-d'Air, Fontaine, Échirolles. Ce sera le cas en 2020 également ? Je le pense, parce que ce sont ces villes-là, justement, qui peuvent basculer. Vraiment, vous y croyez ? La preuve, j'ai été élu dans une ville qui était réputée imprenable. Et vu l'action municipale développée à Échirolles par le maire en place, qui a ruiné la ville, qui a un rapport de la Chambre régionale des comptes catastrophique, vu ce qu'il fait, ou plutôt ce qu'il ne fait pas en matière de sécurité et de lutte contre la délinquance, eh bien, je pense que les habitants d'Échirolles vont demain changer leur fusil d'épaule et faire confiance en des personnalités qui ont des convictions et qui ont une ambition pour la commune. Et si possible au Rassemblement national, c'est ce que vous voulez dire ? Ben oui, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Ah. Allez, on va survoler quelques sujets d'actualité. L'accueil des migrants, cette délicate question de l'accueil des migrants. Dans le Dauphiné, les Hautes-Alpes sont en première ligne. Cette semaine, la préfecture des Hautes-Alpes a réfuté avoir refoulé vers l'Italie des mineurs qui tentaient de franchir la frontière. Elle a ainsi démenti les propos du ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'action, il y a quelques mois, de Génération Identitaire qui a patrouillé sur place à la frontière franco-italienne pour bloquer les migrants qui voulaient passer à pied? Ils expriment là, vraiment, à leur manière, un ras-le-bol que vous ne pouvez même pas soupçonner. Parce que les Français en ont ras-le-bol de l'accueil massif de migrants, et de voir qu'aujourd'hui, les migrants sont en réalité des clandestins, la plupart, ne sont pas tous des réfugiés de guerre, ils ne fuient pas tous un pays en guerre. Et aujourd'hui, il y a toute une sémantique qui s'est installée. Et malheureusement, on voudrait faire passer ceux qui sont contre l'accueil des migrants pour des bourreaux. Or, ce n'est pas le cas. Simplement, c'est prendre nos responsabilités. Alors, Génération Identitaire a fait un petit coup de com'. Bon, ils ont réussi, visiblement, parce que vous en parlez encore. Félicitations. Non, je vous demande si vous soutenez, parce que c'est une action qui est, les autorités l'ont dit, illégale. Je n'ai pas à soutenir ou quoi. Simplement, ils expriment le ras-le-bol profond des Français à leur manière. Moi, je m'inscris dans le combat politique, donc c'est par la loi que l'on changera les choses, pas en faisant ce genre d'action, mais ça les regarde eux. Moi, je m'inscris dans une stratégie politique. C'est par le changement électoral que nous arriverons. Autre sujet d'actualité, et on ne fait pas d'amalgame, ça n'a rien à voir avec le sujet précédent, le retour en France d'enfants de djihadistes. La France envisage de rapatrier une partie des 150 enfants de djihadistes français signalés en Syrie. Beaucoup sont retenus avec leur mère dans des camps gérés par les militaires kurdes dans le nord du pays. Bien, moi, je suis pour le regroupement familial, mais là-bas. Donc ces enfants qui ont 4-5 ans ne doivent pas revenir ? Ça dépend quel âge ils ont. Je pense qu'il faut, pour le coup, mener une politique de cas par cas. Parce qu'un enfant qui a 10 ans et qui a vu ce qu'étaient les djihadistes, qui a été endoctriné, malheureusement, il y a peu de chances pour qu'il devienne un ange, qu'il oublie tout ce qui s'est passé, ses exactions. Donc il reviendra très perturbé. Et la question qui se pose aussi, c'est doit-on faire revenir les mères djihadistes ou pas? Et ma réponse est non. Elles ont choisi de partir, de suivre leur mari, eh bien qu'elles en assument les conséquences. Mais là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. La France a été catégorique. Elles doivent rester sur place et être jugées sur place. Et demain, vous aurez toute une série de djihadistes qui voudront revenir en France, et y compris ceux qui sont actuellement incarcérés parfois en France et qui seront libérables pour 2019. Bonjour ambiance.
Dernier petit sujet qui va redevenir d'actualité dans les semaines qui viennent, les crèches de Noël dans les halls de mairie. L'an dernier, la justice avait rappelé que c'était interdit. En réaction, vous, Aïna Beaumont, dans votre ville, vous aviez décidé de publier une crèche à la une de votre bulletin municipal avec ce titre, Respectons nos traditions. Et vous aviez même lancé un concours de crèche. Vous renouvellerez ça cette année ? Le concours de crèche, oui. La crèche sera à nouveau installée sur l'enceinte du marché de Noël. Ça, c'est un engagement. Parce que Noël, c'est un moment magique. En dehors de toute foi religieuse. D'ailleurs, les habitants d'Hénin-Beaumont n'ont pas perçu cela comme une provocation religieuse, parce qu'ils savent personnellement que je suis croyant mais non pratiquant. C'est pas une infraction à la laïcité. Pour moi, non. Pour moi, non. Après, bien sûr que les juges en ont décidé autrement, mais je considère qu'installer une crèche dans un marché de Noël, dans une ville, au moment des fêtes de Noël, eh bien, ce n'est pas une provocation religieuse. D'ailleurs, nous allons avoir dans les jours à venir la procession en l'honneur de Sainte-Barbe. J'espère que le leader minimo-communiste d'Hénin-Beaumont, du haut de ses 1%, ne va pas non plus demander l'interdiction du défilé en ville de la patronne des métallos, des mineurs. C'est cet élu qui avait attaqué votre décision d'installer une crèche dans le hall de la mairie. Steve Brivoire, merci d'avoir été l'invité du Récap Info. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous tout de suite avec notre invité sur Internet pour le bonus, le supplément avec Steve Brivoire. Rendez-vous aussi la semaine prochaine avec un nouvel invité.